Moi, je trouve qu'en France, il y a un gros problème. C'est que les chefs d'entreprise, les patrons de boîtes, tout ça, ils ont trop d'ego. Et pour eux, quand il y a un problème dans la boîte, c'est toujours de la faute des autres. Salut Steve, Salut Léo, ça va ? ça va très très bien. Bon, aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau format. C'est ma première vidéo YouTube aujourd'hui, donc ça fait assez bizarre et je suis assez excité de t'inviter. On l'a nommé 49.3. Tu vas le savoir juste après, on va faire une petite présentation. Mais en attendant, j'aimerais que tu te présentes auprès de l'audience, que tu dises un peu d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais. Puis après, moi aussi, je me présenterai parce que j'arrive sur YouTube, je débarque. Personne ne me connaît, moi je suis plutôt LinkedIn de base, donc j'ai une bonne audience sur LinkedIn. Mais du coup, voilà, je te laisse te présenter. Honneur à l'invité. Merci Léo, merci en tout cas de m'accueillir, merci de m'accueillir sur ce format. C'est un honneur pour moi d'être ce premier invité sur ce format Concept 49.3. Donc bonjour à tous, moi je m'appelle donc Steve Ignacio, je suis business coach, donc j'accompagne les entrepreneurs à co-créer et développer des solutions pour résoudre leurs différentes problématiques sur différents points, stratégie, marketing, com, personnel. Et en parallèle, je suis aussi athlète Ironman, donc athlète, triathlète même. Donc c'est ce qui me permet moi de structurer ma journée, de me challenger constamment. Je suis quelqu'un qui adore le challenge personnel, l'introspection. Et donc voilà, rapidement, en 2-3 mots, je pense que de toute façon, on va peu à peu se découvrir un petit peu plus à travers ces vidéos. Il y a pas mal de bonnes questions. On va un peu galérer. Juste avant, j'ai un petit cadeau. Parce que dans ce concept 49.3, en fait, je veux tout le temps offrir quelque chose qui va aider l'invité dans son business, que ce soit sur un sujet de développement perso, sportif ou quoi. Toi, je sais que sport, t'as pas besoin de moi. C'est plutôt moi qui ai besoin de toi. Mais par contre, il y a un livre que j'ai acheté il y a très peu de temps. Je ne l'ai pas terminé, mais j'ai kiffé et ça a changé la vie d'un pote qui s'appelle Vincent Ego, qui me l'a recommandé. Et je voulais te l'offrir tout simplement. C'est Votre temps est infini de Fabien Olicard. C'est pas du tout sponsor ou quoi, de toute façon il n'y a pas besoin de nous pour se mettre en avant. Mais voilà, vraiment j'adore ce livre et je sais qu'un livre c'est le meilleur des cadeaux qu'on peut faire. Donc voilà. Je suis totalement d'accord. Déjà, merci beaucoup. Je t'offre ce cadeau, tu m'en diras des nouvelles. Avec grand plaisir. Et tu verras vraiment, c'est incroyable. Enfin, dès le début, moi j'ai lu peut-être 30% du livre, je l'ai acheté il y a 4 jours, et incroyable, vraiment. Okay. Il t'apprend un peu des concepts de ton cerveau, comment tu modélises le temps. Moi, il m'a fait gagner déjà du temps dans ma journée, et le but, c'est qu'à la fin, en fait, tu maîtrises ton temps. Et le temps, chez les entrepreneurs, c'est le la plus denrée dur. La plus rare, tout à fait. Ouais, en fait, c'est le plus dur parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas de temps, alors qu'on en a énormément. Et l'idée, c'est de racheter son temps le plus possible. Donc, voilà, merci mettre beaucoup, en pause ton temps. Ça fait très sens. Voilà. Hâte de lire ça. Donc ça fait plaisir. On a un petit thé, une petite bouteille d'eau. Voilà, comme ça c'est un moment. De toute façon c'est très très chill cette émission. Donc vraiment prends ton temps. Il y a aucun souci. Et puis je vais t'expliquer l'épisode dès maintenant. Donc en gros. 49.3, c'est un jeu de cartes fait sur mesure pour pimenter ce concept de vidéo. C'est bien simple. Chaque invité pioche une carte et dessus, il y a 2 questions. Une question pour ta vie professionnelle, puis une question pour ta vie personnelle. Le joueur choisit de poser la question qui a de l'air la plus haute. Mais il y a une petite particularité. Chaque joueur a 2 cartes bonus. La carte 49.3 puis la carte Joker. La carte 49.3 permet à la personne qui pose la question de ne pas y répondre et de retourner la question à l'autre. Et la carte Joker permet de passer la question. Alors, t'es-tu prêt? Dans mon podcast, par contre, je suis désolé, c'est pas honneur aux invités. Donc ça va être à moi de te poser la question. Je sais, je suis méchant. As-tu un secret que tu n'as jamais partagé avec personne? Un secret, je dirais pas. Il m'est arrivé quelque chose pendant la course, pendant le Patagon Man, donc ce fameux Ironman de l'extrême au Chili. En 2003, moi je me suis pas mal... j'aime beaucoup étudier les gens qui réussissent. Ça devient parfois des mentors, mais c'est surtout en fait de comprendre quels sont les mécanismes qui ont apporté leur réussite. Donc principalement sur des entrepreneurs et des athlètes aux US. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que tous ces entrepreneurs qui avaient quelque chose, qui avaient atteint un succès, des paliers que moi je cherchais à atteindre, avaient développé une relation avec Dieu. Tout le monde parle de God. Et du coup, ça a un peu attiré ma curiosité, tu vois. Et dans ce côté-là, énergie, j'y crois beaucoup, croyance, etc. Et je me dis, tiens, je vais commencer à lire la Bible, alors que je suis pas croyant, je suis pas chrétien, rien, tu vois. Moi, j'ai été baptisé quand j'étais petit, mais tu sais, c'est à ton défaut, quoi. T'as 2 ans, tout exactement. Ça. Donc, je me dis, je vais lire la Bible comme si je lisais un livre et vraiment, je vais m'instruire, quoi. Et j'ai trouvé quelque chose de
très pertinent dedans et pendant cette fameuse course Patagon Man, j'ai eu un moment vraiment de doute énorme et je me suis retourné comme ça entre guillemets vers Dieu, tu vois, et j'ai eu un peu ce côté d'avoir trouvé la foi, tu vois, et c'est un truc dont j'ai pas parlé parce que c'est un peu tabou, c'est un peu côté religieux, etc. Et c'est pas pour dire genre, christianisme ou c'est vraiment Bouddha, on s'en fout. Je pense qu'avant tout, c'est croire en quelque chose de plus puissant. J'ai commencé à développer cette foi, tu vois, et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui m'aide beaucoup depuis maintenant un bon mois et qui fait partie de la dynamique dans laquelle je suis en ce moment, tu vois. Putain, c'est marrant parce que l'autre fois, j'ai vu un Reels d'un entrepreneur, c'est Jean Hollander, je sais pas si tu connais. Non, ça me dit rien. Et en fait, il disait la même chose que toi. Alors moi, du coup, je suis pas du tout pareil. C'est assez intéressant d'entendre ça. Je pense que ça va ouvrir l'esprit peut-être de pas mal de personnes. Merci d'en parler. As-tu un rêve récurrent? Si oui, de quoi s'agit-il? Je rêve beaucoup, mais je me souviens très peu de mes rêves. Et depuis très peu de temps, là, en fait, j'ai commencé à prendre un carnet et à noter mes rêves tous les matins. Ça, c'est une technique de Fabien Olicard, justement, qui il avait enseigné dans une vidéo qui est très très vieille. Et en fait, il disait que le rêve, ça permet déjà de te projeter sur une vie qui va peut-être plus t'intéresser, d'avoir une vision. En fait, se souvenir de ses rêves, c'est aussi d'un côté se souvenir de ses rêves dans la réalité. Parce que ce qu'on rêve, alors mis à part certains rêves, c'est un peu ce qui reflète qui on est. Donc psychologiquement, si tu fais tout le temps des cauchemars, c'est qu'il y a un problème. Si tu fais tout le temps de bons rêves, c'est qu'il y a quelque chose de bien. Du coup, de plus en plus, je les note et aussi, je m'entraîne à faire des rêves lucides, c'est-à-dire à contrôler mes rêves. Moi, je sais que ma copine, elle fait beaucoup de rêves lucides. Et en fait, quand elle m'en parle, je me dis, mais j'aimerais trop le faire. Des fois, dans ses rêves, je sais pas, si elle veut voler, elle le fait. Si elle veut rencontrer telle star, elle peut le faire. Et elle est consciente de ses rêves. Et moi, vraiment, au début, j'y croyais pas du tout. J'avais vu quelques vidéos sur ça, mais depuis que du coup, ma copine et un pote aussi font des rêves lucides, je me suis dit, ça peut être incroyable de développer cette compétence. Parce qu'en fait, je sais qu'il y a quelques entrepreneurs qui réussissent à se projeter dans la réalité avec des rêves lucides. C'est-à-dire à tester. Par exemple, il y en a, ils vont s'entraîner à passer en conférence devant 2000 personnes dans leurs rêves. Et ça, c'est incroyable parce que ça développe tout simplement tes sens, tes compétences. Et il y a des psys qui en parlent. En fait, tes rêves modèlent vraiment la personne que tu es dans la réalité. Et le truc, c'est que quand tu contrôles pas tes rêves et quand tu ne te souviens pas de tes rêves, en fait, tu contrôles pas la personne que tu es. Donc voilà, je pense que ça peut être très très intéressant à développer. Mais sinon, il n'y a pas de rêve que je fais fréquemment. Avant, je sais quand j'étais gosse, je sais pas pourquoi, je faisais souvent des cauchemars et je rêvais souvent de noyades. Alors je pense qu'il y a une raison psychologique. Peut-être s'il y a des psys dans les commentaires, vous pouvez en parler. Mais je rêvais souvent de noyades et ça m'avait marqué. Mais sinon, non, rien de plus. Intéressant ça. Côté rêve lucide, c'est vrai que j'en ai déjà fait quelques-uns. C'est exceptionnel parce qu'en fait, tu maîtrises le déroulé du rêve et t'es conscient en fait que tu peux choisir la finalité où ça va, etc. Ouais, clairement. Ça, c'est vraiment très très cool. Mais en fait, le sommeil, c'est un sujet, moi, qui m'intéresse à fond. Parce que déjà, le sommeil, c'est ce qui te redonne ton énergie. Les rêves, c'est un truc, ça m'a tout le temps fasciné. En fait, ton cerveau, il est actif pendant que tu dors. Et il y a quelque chose d'autre aussi que je fais souvent, je me rappelle plus du tout du terme. Mais en gros, des fois, je me réveille en sursaut et je suis un peu bloqué. Tu sais, je suis bloqué, je suis réveillé et je vois un peu ce qui se passe autour de moi. Je le vois vraiment, j'entends des bruits, mais je suis bloqué, paralysé. La paralysie du sommeil. Et ça, j'en ai fait beaucoup pendant un moment. En fait, aucune explication, je sais pas du tout pourquoi. Et le truc, en fait, ce qui est fou, c'est que ma copine faisait ça exactement au même moment que moi. Et depuis qu'on a changé d'appartement, on le fait plus. Donc, je sais pas si... il y avait quelque chose dans l'appart. Je sais pas s'il y avait une raison ou quoi, mais des rêves lucides et avoir des trucs autour de toi où t'es bloqué, tu peux rien faire. Et ça, mon petit frère aussi, il en a fait pas mal. C'est assez courant, c'est pas un truc bizarre. Mais justement, en fait, ça prouve que le sommeil, il y a vraiment plein de choses qu'on connaît pas. Et le rêve lucide, ça fait partie des choses que je veux vraiment contrôler. Quelle est la chose la plus courageuse que tu n'aies jamais faite? J'en vois deux comme ça. Les deux impliquent le côté un peu sport, dépassement de soi, parce que forcément, de toute façon, au niveau du courage, c'est le côté qui prend un peu le dessus. Sauter en parachute seul, c'est quelque chose de très très cool. Tu l'as fait? Ouais, j'ai mon brevet de parachutiste. Ah ouais. J'ai mon brevet de parachutiste, j'ai 15 sauts pour l'instant. Incroyable. Là, ça fait un petit peu plus d'un an que j'ai pas sauté, donc c'est aussi l'objectif de cette année de reprendre les sauts, de monter à 45 sauts, parce qu'une fois que tu passes le palier des 30, tu peux sauter à plusieurs. J'ai pas mal de potes qui commencent à sauter aussi. Ce côté-là, de sauter en solo, de se dire je suis le seul maître à bord. C'est incroyable. Il y a personne, tu sais, je suis pas... C'est pas un saut en tandem où tu vas dire bon je repose complètement sur la capacité de quelqu'un à piloter le parachute aussi, parce que c'est très beau la théorie, tu vois. Le saut, en fait, au début tu te rends compte que quand tu sautes, 1 minute de freestyle, enfin de chute libre, c'est cool, mais en fait la partie la plus compliquée c'est quand tu ouvres la voile. Comment je fais pour me guider, comment je fais pour vraiment atterrir, comment je fais pour pas complètement casser le parachute à 2 mètres du sol et en fait me faire une méga chute. Ça, tu vois, c'est quand même
quelque chose d'assez effrayant de sauter dans le vide solo et je pense même le côté encore le plus effrayant à ce moment-là, quand je saute en parachute, c'est la première fois où tu plies ton parachute et derrière tu sautes avec le parachute que t'as plié. Ouais. Parce que la plupart du temps, tu vois, c'est des gens qui plient tes parachutes, tu les payes bien évidemment, mais enfin tu mets quand même longtemps à plier ton parachute, donc c'est quand même cool, mais t'es obligé de savoir plier ton parachute pour avoir ton brevet. Et la première fois que tu plies ton parachute et qu'au prochain saut tu prends ton sac que tu viens de fermer, et un peu plus tendu en termes de pression, tu vois, parce que t'es là, est-ce que j'ai vraiment bien fait les choses, est-ce que tout va bien se passer, est-ce que mon parachute va bien se déplier, tout s'est bien passé à ce moment-là, mais ouais, ce côté-là il est assez fou. Mais c'est fou parce que alors moi c'est un objectif de cette année et justement ça c'est un truc que j'ai procrastiné. L'année dernière je voulais sauter en parachute, mais du coup avec quelqu'un, et je l'ai pas fait, et là en fait je me suis réservé pour mars, je vais faire mon premier saut en parachute. Cool. C'est un truc qui, moi en fait l'adrénaline c'est quelque chose que j'adore, le saut à l'élastique, et un jour c'est vrai que sauter en parachute seul, ça peut être incroyable parce qu'en fait tu te sens libre, t'es libre, et la chute libre elle doit être incroyable. C'est incroyable. Au-delà de la chute libre, je pense que c'est surtout le moment où tu sautes de l'avion. Ouais. Tu ouvres la porte, on est à 4200 mètres et en fait t'es toute seule, t'es tout seul quoi. Tu te mets devant la porte et tu choisis de sauter comme tu veux. Bah ouais. Donc si tu veux sortir en salto, tu sors en salto. Si tu veux sortir dos au vide, tu peux le sortir. Tu vois, le dos au vide il est exceptionnel, donc t'es là, t'es dans l'avion, tu regardes tout le monde, puis tu te lâches derrière et en fait tu voles et tu vois l'avion qui s'écarte petit à petit, tu vois. À ce moment-là en fait t'as plus rien autour de toi. Tu te sens vraiment vivant, tu es au contact de l'air. Moi je sautais beaucoup à Royan en plus, donc t'es bord de mer, bord de terre, c'est vraiment exceptionnel. Non, c'est vraiment des sensations que je recommande à tout le monde. Il y a aussi un pote, l'autre fois il me l'a appris, je savais pas du tout. Il me dit mais tu sais Cléo, moi je peux piloter un avion, les petits avions. Et je dis non, c'est pas vrai. Et en fait il a passé son permis. Il a pas énormément de vols à son actif, mais en fait il a juste passé son permis, il peut piloter son avion, et s'il veut il peut faire, bien sûr il faut avoir l'autorisation, mais il peut faire France-Londres et prendre un avion. Mais c'est incroyable d'avoir cette liberté. Licence de pilote privé. Ouais. Le truc de dire je peux avoir un avion et le piloter. Et moi en fait les choses dans les airs j'adore. Moi il y a quelqu'un vraiment qui m'avait fasciné à l'époque, je me rappelle plus de son nom, mais c'était le gars qui avait sauté avec Red Bull justement au-dessus, je sais plus à combien de kilomètres. La barrière du à 40 ouais, je sais plus à combien de kilomètres. On mettra une vidéo pour illustrer, mais lui il avait battu le record. Et c'était incroyable parce qu'il était en chute libre. Il voyait la planète, la planète Terre, comme ça, c'est incroyable. Et moi vraiment la liberté comme ça, le fait de, en fait tu te sens trop libre, tu te sens un peu le roi du monde à voir tout ça. J'ai une anecdote sur ce côté-là. Mon cousin aujourd'hui est pilote de jet privé, mais il a commencé tout simplement en passant sa licence de pilote privé, et donc on partait en vacances au Portugal, donc chez ma grand-mère dans le nord du Portugal. En fait ce qui est trop cool c'est que du coup il a loué un avion et il est venu de Paris du coup jusqu'au Portugal comme ça. Ah ouais. Et en fait ce qui est exceptionnel c'est que avec un petit avion t'as juste besoin d'un aérodrome, tu vas pas atterrir au Bourget. Donc en fait on est parti à 15 minutes de chez nous dans le 78, on est arrivé à 15 minutes de chez ma grand-mère, et en fait on a fait en 5 heures ce que tu fais normalement en 14 heures, et c'est exceptionnel quand on s'est fait une pause à Biarritz, ça doit être trop bien. C'est exceptionnel, enfin c'est un souvenir, je l'ai fait, j'avais peut-être 14 ans, tu vois, mais je m'en souviens comme si c'était hier quoi. Bah ouais, normal. C'est un truc de fou, et se dire derrière voilà, genre je peux louer un avion, et du coup ça lui avait pas coûté si cher, genre un truc genre 2000 ou 3000 balles, tu vois, sur les 2-3 semaines. Même le permis avion il coûte le même prix que le permis voiture presque, à peine plus cher. Ouais, c'est un peu plus cher parce que c'est 1009, enfin moi je sais que mon pote il a payé 1900 €. Alors aujourd'hui c'est un peu plus cher parce que je crois que t'as besoin de 70 heures de vol, et c'est à peu près 100 à 120 heures de vol. Donc en gros faut compter entre 8 et 10 000 € sur la licence. Ça a dû changer, ou peut-être qu'il avait des contacts ou quoi, mais en gros faut compter 10K aujourd'hui pour mais c'est accessible à tous, tu vois. C'est dire que n'importe qui aujourd'hui qui veut dire j'ai 10 000 €, j'investis, tu peux dans l'année passer ta licence de pilote privé, et derrière tu dis à tes potes, bon les gars on va déjeuner à Deauville, ou alors tu fais un date avec une meuf et tu dis on va n'importe où, on va à Annecy, on va mon pote a fait ça, tu vois. Il a fait ça, il a pris son avion, il a fait un tour avec son date. Ouais bien sûr. Incroyable, enfin vraiment les souvenirs que ça doit être. Ouais c'est des expériences, c'est ce qu'on recherche au final tous à vivre, tu vois. Ouais clairement, mais je te laisse, c'est à ton tour. C'est à moi je crois que c'est. Et aussi petit rappel, on a le droit à 1,49,3 dans l'épisode, donc c'est-à-dire tu me retournes la question, ou alors tout simplement un joker, et on passe directement. On passe la question. Raconte une fois où tu as dû prendre une décision importante. En fait c'est simple, c'est moi de base j'ai fait un bac pro mécanicien, donc en fait j'étais tout simplement je faisais de la mécanique tout simplement, donc j'ai fait pas mal de stages, Citroën, Renault, tout ça. En fait à côté j'étais un peu dans l'entrepreneuriat, mais j'étais gosse, je faisais du développement de jeux vidéo,
je faisais tout ça. Et le truc en fait, c'est que je passais beaucoup plus de temps sur mon ordinateur que sous une voiture. Moi, ça me saoulait. Vraiment, je me rappelle tous les matins quand je me levais, que je devais aller faire des vidanges et tout. Mais c'était horrible, hein. J'ai jamais eu une période de vie qui était aussi horrible que ça. Je détestais ce que je faisais et je l'ai fait parce que, par choix standard, c'est-à-dire que vu que j'étais nul à l'école, j'étais très très nul, au collège, en fait, ma conseillère d'orientation, elle a dit « Va en mécanique, de toute façon, tu sais rien faire. » Elle m'a foutu en mécanique, pas de force, j'avais même pas de choix. Je pouvais pas aller en général, de toute façon, j'aurais été trop nul. Je pouvais pas aller en filière scientifique et tout. Laisse tomber. Et du coup, j'ai fini en bac pro mécanique. Et en fait, pendant 3 ans, c'est 3 ans le lycée, ouais, c'est ça, j'ai détesté. Et du coup, je me suis renfermé sur l'ordinateur. J'étais vraiment un gros geek. Je passais mes soirées, même j'étais à l'internat, et je m'étais trouvé un associé à l'internat et on développait un jeu vidéo. C'était un RPG, un peu comme Pokémon, et on développait un jeu vidéo. Et après, à côté aussi, j'ai commencé à créer un concours. C'était un concours de création de jeux vidéo. J'ai réussi à rassembler 800 personnes, 800 développeurs de jeux vidéo. Et des week-ends, on se rassemblait sur Discord, et on développait le jeu vidéo. Et moi, j'avais des sponsors. J'avais 16-17 ans. J'avais des sponsors, tout simplement. Et on leur faisait gagner des lots. On faisait gagner des lots au meilleur jeu, au jeu qui était le plus beau, qui avait été sélectionné par un jury, parce que j'avais monté un jury. En fait, c'est ma première vraie expérience business, mais qui m'a rapporté 0€. Vraiment 0€. Par la suite, j'ai commencé à former les gens à créer leurs jeux vidéo. Et donc, à un moment, je me suis dit, mais en fait, je fais tout ça, mais pourquoi je suis en mécanique? Qu'est-ce que je fais? Mais le truc, c'est que j'étais un peu bloqué parce qu'en France, quand t'es en bac pro mécanique, tu peux pas faire d'études ingénieur, tu peux rien faire. Parce que moi, j'étais passionné par le développement, par la programmation informatique, par tout ça, la technique. Et en fait, je pouvais pas. Et depuis tout petit, j'avais tout le temps été passionné par ça. Je me rappelle, ma mère, elle m'avait déjà fait en cadeau un ordinateur avec pièces détachées. Et moi, mon jeu, c'était de le démonter et de comprendre un peu comment ça fonctionnait. Donc, je coûtais pas cher en cadeau pour le coup. Et voilà, c'était une passion, mais j'étais renfermé sur cette voie. En plus, mes profs, ils me taclaient, hein. Ils me disaient non Léo, t'arriveras jamais, une école ingénieur tu pourras jamais. Et en fait, j'ai voulu leur démontrer que j'y arriverais. Je me suis rendu avec mon beau-père, d'ailleurs je le remercierai tout le temps. Lui il est artisan, donc il a énormément de travail, il a dédié énormément de temps à faire des allers-retours de Castres jusqu'à Montpellier, et justement à essayer de trouver des financements parce qu'il pouvait pas me payer l'école, tout ça. Donc il m'a énormément aidé. Et moi en fait je suis arrivé au culot dans l'école. J'ai dit bon, j'ai le pire bulletin de ma classe, enfin un des pires bulletins de ma classe. Je parle beaucoup. Par contre, ce que j'ai fait, regardez, j'ai fait ça. Et en plus, je suis arrivé le jour des portes ouvertes. C'est une école en 5 ans, c'est Epitech. Ouais. Et je leur ai présenté le projet de fin d'études. C'est-à-dire que je l'avais déjà fait. Je leur ai dit, regardez, j'ai réalisé ce mois-ci le projet de fin d'études qu'on doit faire dans 5 ans. Je l'ai fait, donc j'ai les compétences. Et en fait, j'ai été sélectionné comme ça. Parce que j'avais pas du tout le bulletin, j'avais rien. Et elle a dit, je me rappellerai toujours, elle s'appelait Sylvie. Elle s'appelle toujours Sylvie, mais elle travaillait plus à Epitech. Elle m'a dit, toi on te veut, parce que sur ton bulletin il y a écrit que t'es bavard de partout et les gens comme toi ils vont réussir. Et en fait elle m'a pris, j'ai fini dans les top 3 major promo. J'ai arrêté quand j'avais validé mon bachelor, j'ai pas continué sur le master parce qu'à côté j'avais monté ma boîte et ça a explosé, j'avais plus du tout de temps. Mais en fait je me dis, si je m'étais pas écouté et que j'avais pas pris cette décision qui était difficile pour moi, parce qu'en fait j'étais jeune, j'avais tout le côté social, tout mon entourage en fait qui me disait non Léo tu n'y arriveras jamais, et d'un autre côté j'avais mon rêve. Et donc ça peut paraître banal mais c'était hyper dur, et surtout pour un gosse. Donc je suis hyper content d'avoir fait ça, parce que s'il faut là à l'heure actuelle je serais sous une voiture en train de faire une vidange avec les mains pleines de merde, pleines de combi. Donc franchement je suis hyper content. Par contre bon ça m'a quand même aidé, hein. Ça m'a aidé à me dire je suis pas fait pour le salariat déjà, parce que moi le salariat c'est quelque chose que j'ai jamais réussi. Quand j'avais 16 ans je faisais la plonge, je faisais tout ça pour justement économiser pour me payer mon premier ordinateur. Et en fait à chaque fois je me disais mais qu'est-ce que je fous là? Je le faisais parce qu'il me fallait de l'argent, mais je me disais je veux plus jamais faire ça. Et c'est pour ça qu'en fait très petit j'ai toujours voulu entreprendre. Au début c'était pas pour l'argent, c'était par pure passion. Et par la suite en fait quand je suis arrivé à Montpellier, j'ai dû payer une école à 10 000 € l'année, j'ai dû payer un loyer, j'ai dû payer tout ça. Je me suis dit là il faut que je gagne de l'argent. Et en fait ça m'a mis la pression. J'ai réussi à faire un petit prêt bancaire mais juste pour payer la première année. Et après il me restait 30 000 € à payer. Donc non, c'était un bon challenge, j'ai réussi et je suis vraiment fier de cette décision. Et aussi fier d'avoir des parents qui sont ouverts d'esprit, qui m'ont laissé ce choix, parce que je sais qu'il y a plein de parents qui laissent pas le choix à leurs gosses, qui suivent la même voie que les parents. Moi, mes parents, en fait, ils ont jamais aimé leur métier, ils ont jamais bien gagné leur vie, et ils m'ont dit Léo, si t'as cette passion, fonce, fais pas comme nous. Au contraire, en fait, j'étais leur exemple à ne pas reproduire. Enfin, ils étaient mon exemple à ne pas reproduire. Donc ça, pour le coup, ça m'a plutôt bien aidé. Mon entourage familial était pas mal. Entourage amical et scolaire, c'était le pire du monde. As-tu déjà géré un conflit au travail
et comment tu as procédé. Un gros conflit, est-ce que, je sais pas, dans ton business à un moment, il y a vraiment eu un conflit, des associés qui se sont engueulés, un client qui était vraiment mécontent ou autre? J'ai eu ça dans l'immobilier, 2 partenaires avec qui je travaillais qui ont un peu frité parce que voilà, il se passe plein de choses aussi derrière dans le côté perso, des choses qui font que les standards sont pas forcément respectés et du coup comment gérer, c'est assez compliqué parce que tu te retrouves avec 2 personnes dont tu as absolument besoin dans ton business. Enfin moi sur l'IMO, tu vois, sur les chantiers, c'était vraiment 2 parties qui étaient indispensables. Comment gérer, c'est prendre la responsabilité et se dire en fait ça reste moi quand même le maître d'œuvre, c'est moi qui gère le chantier, donc faut que je m'implique un peu plus, faut peut-être que je fasse en sorte qu'ils évitent toute relation et qu'ils passent par moi, donc ça va être m'impliquer un petit peu plus dans la communication, dans tout ça, afin que je puisse un petit peu calmer le jeu et se dire voilà, on calme les coms, on passe tout par moi et puis on fait en sorte de se dire on finit ce chantier ensemble de la meilleure des façons et puis voilà, essayer de mettre aussi un petit peu votre ego et ce qui se passe de côté, c'est moi le client, enfin ce qui est assez drôle dans le chantier, c'est que c'est ton équipe, mais c'est quand même toi le client, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est moi le client, on fait en sorte de faire les choses bien, terminer ce chantier de la meilleure des façons, et puis après que vous rebossiez ensemble ou pas, ça c'est pas trop mon problème. Je pense que résoudre un problème, c'est aussi accepter de s'impliquer. On est avant tout, quand tu es entrepreneur, quand tu as une boîte, tu es avant tout un leader. Donc c'est à toi aussi d'accepter la responsabilité que ce qui se passe, c'est peut-être aussi de ta faute. Peut-être que tu as eu une mauvaise communication, peut-être que tu as mal géré aussi les besoins de chacun. Tu vois, tu n'étais pas au courant peut-être de choses qui pouvaient se passer, tu vois, en arrière-plan et qui ont fait que ils sont venus un petit peu à se criper le chignon, comme on pourrait dire avec une expression d'il y a 30 ans, tu vois. Mais non, je pense que ce côté-là, c'est aussi, voilà, t'es leader, qu'est-ce que tu peux faire, toi, pour résoudre la solution? Et si ça requiert que tu t'impliques un peu plus, que tu prennes un peu le management sur certains aspects ou autres, il faut y aller, quoi. Ça, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que, en fait, moi, je trouve qu'en France, il y a un gros problème. C'est que les chefs d'entreprise, les patrons de boîtes, tout ça, ils ont trop d'ego. Et pour eux, quand il y a un problème dans la boîte, c'est toujours de la faute des autres. À un moment, ils se disent pas, tiens, ça peut être de ma faute. Par exemple, moi, cette année, je sais que j'ai eu aussi un conflit dans mon équipe. En fait, c'est de ma faute. J'avais mal managé. Et en fait, je me suis dit, ok, j'ai mal managé, faut que j'apprenne à gérer mon équipe. Parce que si j'en arrive à avoir des collaborateurs, mon équipe qui se fight dans l'équipe, au final ça va pas. Et en fait, il y a trop peu de chefs d'entreprise en France qui prennent cette responsabilité, qui se disent tiens, il y a un problème, c'est de ma faute, c'est mon entreprise, donc c'est de ma faute. Et au final, on se retrouve avec des entreprises qui virent des gens, qui sont des humains, qui ont besoin de manger, qui ont une famille derrière à nourrir, alors que ça arrive de s'engueuler, tu vois. Même nous, demain, je dis pas, peut-être qu'on pourrait s'engueuler, mais c'est pas grave, ça peut arriver. On arrange les choses et il y a aucun souci. Mais ce qui est indispensable pour moi, c'est, je pense que c'est en France et aussi à l'étranger, ça se fait beaucoup. Hein. Je pense que accepter la responsabilité, en fait, c'est se dire qu'il faut comprendre pourquoi ça s'est passé, tu vois. En fait, si tu n'acceptes pas la responsabilité, tu dis c'est la faute des autres, un point, c'est tout, j'en ai plus rien à faire. Si tu dis ok, c'est de ma faute, tu te dis déjà, tu te remets en question. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce qui s'est mal passé? Qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire? Qu'est-ce que j'aurais pu mettre en place pour pas que ça arrive, tu vois? Donc, tu as tout ce questionnement, du coup, qui fait que tu vas mettre en place les process, tu vas mettre en place le système pour faire en sorte que ce genre de problématique qui vient d'intervenir au sein de ton entreprise, tu vois, n'arrive plus. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, parce que quand tu as une problématique, l'idée, c'est pas d'apporter une solution et de résoudre la problématique, tu vois. Tu as un conflit entre 2 collaborateurs ou un conflit avec une partie prenante, un client ou autre. L'idée, c'est pas de se dire comment je résous ce conflit. Ça, c'est dans un premier temps, il faut le faire parce que tu as plus d'impact, mais la question qu'il faut se dire, c'est qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ce genre de conflit n'arrive pas à nouveau, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, en fait, on est beaucoup dans une idée de j'ai un problème, j'apporte une solution et le problème est résolu. Oui, mais en fait, dans 2 mois, tu vas avoir le même problème. C'est juste que maintenant, en fait, tu connais la solution. Ça va être beaucoup plus rapide de résoudre le problème. Mais pour autant, t'as pas créé le système qui va faire que ce problème n'existe plus, tu vois. Mais clairement, Et qui va te demander beaucoup plus de temps, qui va te demander de travailler vraiment sur ton business, d'avoir vraiment ce 3e œil avec un point de vue beaucoup plus large pour réellement comprendre ce qui s'est passé, parce que ça se trouve, ça vient de beaucoup plus profond, tu vois, quand il y a des conflits. Et ça, c'est à toi de creuser, hein. C'est ta responsabilité, c'est ton travail en tant que chef d'entreprise, tu vois. Il y a un moment, t'es chef d'entreprise, tu dois
plus travailler dans ton business, sur ton business, et c'est à toi de, dans un premier temps, résoudre ce genre de problématique, après comprendre pourquoi il y a eu et mettre en place des solutions qui va faire que ce genre de problème, ce genre de conflit n'arrivera plus, tu vois. Ouais, clairement. Toujours avoir un œil extérieur et se voir à la troisième personne. Tout le temps. Tout à fait, ouais. C'est une remise en question, c'est travailler sur son ego, clairement. De toute façon, l'ego, c'est la base de tout dans le business. La plupart des faillites proviennent de l'ego, si on regarde, et aussi la plupart des conflits proviennent de l'ego. Enfin, il y a des conflits qui viennent parce qu'il y en a un, il y a eu des meilleurs résultats que l'autre, du coup ils sont pas contents, tu vois. Bien sûr, et après au final ça veut dire que en fait, s'ils commencent à se comparer en interne, c'est que la vision de l'entreprise, la vision commune qu'ils devaient avoir n'est pas assez pertinente et motivante pour eux, et que du coup ils restaient concentrés et focus juste sur leur intérêt personnel. Alors que quand tu crées une boîte, l'idée c'est de se dire, on a tous un objectif commun qui est les KPI que tu te fixes au niveau du succès de ta boîte, peu importe que c'est financier, si c'est en termes de crédibilité, d'importance au niveau visibilité, etc. Tu te poses des KPI qui sont communs et tu dis comment est-ce que ces KPI communs ils vont répondre aux besoins et aux attentes de chaque individu. Ouais. Ce qui fait que du coup les individus collaborateurs, peu importe qui est un collaborateur, client, etc. Leur but c'est de se dire en fait moi je fais grandir l'entreprise et en faisant grandir l'entreprise, en arrivant aux objectifs de l'entreprise, je vais en même temps répondre à mes problématiques, tu vois. Et ça on n'est pas encore trop dans ce travail-là en France. Enfin, clairement. Ni aux IS, il y a un gros point à faire encore. Quel est le meilleur conseil professionnel que tu aies reçu ? Le meilleur conseil que j'ai reçu, en fait, il faut savoir, c'est que j'ai un mentor qui a travaillé pour Compaq très très haut placé, et il a amené Compaq France à plusieurs milliards par an dans les années 80. Et donc lui, je le vois très souvent à Montpellier. Il me partage beaucoup de conseils. Et en fait, avant, moi, j'étais trop sur un modèle où je voulais tout automatiser, tout déléguer. Avoir ce fameux business digital où presque tu fais rien. Et en fait, je me suis rendu compte que dans le monde, les personnes qui gagnent le plus d'argent, les personnes qui ont les plus grosses boîtes sont des personnes qui sont sur le terrain, qui osent aller prospecter au porte-à-porte, qui osent aller toquer chez les gens, qui osent aller chercher les gens, qui osent passer pour des ridicules, qui osent faire du physique, qui osent faire des choses. Et en fait, avant, j'avais trop cette vision du digital nomade, qui est pas un problème en soi, mais en fait, ça correspondait pas à ma vision. Et moi, maintenant, j'ai beaucoup plus une vision où je veux créer un empire, un réel empire qui va tenir pendant des années. Donc, certes, ça dure plus de temps. Certes, c'est pas comme de certains business où tu te lances, 3 mois après, tu fais 300 000 euros. Mais par contre, c'est beaucoup plus solide. Et quand tu as construit quelque chose qui se base aussi sur des facteurs physiques, ton business, il est physique. Du coup, il ne dépend pas d'un logiciel ou d'autres, ou d'un compte Instagram qui fait tant de vues ou pas. Donc ça, c'est hyper... c'est sûrement le conseil que j'ai reçu qui était le plus important et qui m'a permis de m'ouvrir. C'est aller vraiment chercher les gens, oser mettre les mains dans le cambouis comme je faisais avant, tout simplement en mécanique. Et lui, en fait, c'est ce qui l'a permis de faire plus de 3 milliards à l'année. C'est pas en ouvrant un business de vente de formation qu'il a fait 3 milliards. Et lui vraiment, et ce qui est fou, et c'est incroyable, c'est qu'il a un talent pour s'en foutre de passer pour un ridicule qui est énorme. C'est-à-dire que des fois, on va dans des restaurants, il se fait passer pour un retraité dans l'informatique, alors que le gars, il a été chef d'entreprise sur une entreprise qui a fait 3 milliards, parce que justement, il aime bien apprendre des autres. Et il aime pas passer pour le mec le plus intelligent. Parce qu'en passant pour le mec le moins intelligent et parfois pour un ridicule, en fait, il apprend des autres et il s'élève comme ça. Et lui, justement, zéro ego, plein d'humilité, et il adore apprendre des autres. Et du coup, il est à fond dans le physique. Bon, après lui, il était dans le business des années 80. Mais je pense qu'on a beaucoup à apprendre du business d'avant, parce que maintenant, on a trop voulu se dématérialiser. Ce qui fait qu'on a des business qui sont pas du tout solides. Aujourd'hui, tu vois des personnes qui percent, qui vont faire des millions, et du jour au lendemain, tu les vois plus du tout sur les réseaux. Et c'est pour ça que la vision long terme, le fait de construire quelque chose comme toi tu fais avec YouTube, tu construis quelque chose de solide, de périn. Certes, c'est pas TikTok, ça explose pas du jour au lendemain, mais par contre, c'est solide, comme moi avec cette émission aujourd'hui. Je sais que je vais pas gagner de l'argent avec cette émission. Par contre, ça va me créer une audience, ça va augmenter et améliorer mon personal branding, et je sais que d'ici 1 an, ce sera beaucoup plus facile pour moi de vendre quelque chose que je voudrais vendre, de trouver des sponsors ou autre. Donc maintenant, je travaille beaucoup plus sur le long terme, sur le physique, sur le concret. Ouais, et puis il faut pas oublier que
Aujourd'hui, on est un peu dans la niche du digital marketing, parce que c'est ce qu'on fait quand même, hein. On est sur du digital. Moi, je viens quand même d'un monde corpo, Et ouais. puisque quand même j'ai bossé 5 ans en cabinet d'expertise comptable. Moi, j'avais 0 boîte qui faisait du digital, tu vois, j'avais plus d'une 50aine de clients dans mon portefeuille, 0 boîte qui faisait du digital. J'avais vraiment les business terre à terre. Du paysagiste, bien évidemment, j'avais certaines startups, mais sinon, paysage, de l'architecte, de la prestat de services, etc., vente de produits. C'est des business en dur, tu sais, qui sont pérennes. Ouais. C'est des business physiques, comme tu dis. Ils ont construit une équipe. Et oui, il y a beaucoup de choses à apporter à ces business parce qu'ils n'ont pas forcément le côté communication, le côté automatisation, le côté marketing, onboarding, expérience client, tu vois. Donc tout ça, nous qui avons travaillé dans le digital marketing, c'est des choses qu'on connaît, qui eux n'ont pas. Par contre, tu sais que eux, ils ont un business qui tourne, ils ont une équipe, ils ont des process et ça tourne, tu vois. Donc faut pas oublier qu'il y a quand même un autre monde qui existe et qu'il faut pas oublier de s'en inspirer. Ce que tu disais, le business des années 80, c'est des business qui marchent aujourd'hui. 95% des entreprises aujourd'hui, c'est des business physiques. Et oui. C'est juste qu'en fait, notre réseau et le réseau qu'on a développé, c'est un réseau d'entrepreneurs qui sont dans le digital. Donc tu penses qu'il y a que ça qui existe, mais en fait, ça représente qu'un très très petit pourcentage de la vraie économie entrepreneuriale. Ouais. Et le problème sur les réseaux, c'est que les gens, ils s'inspirent que justement de ce 5% restant. Bien sûr. Alors qu'il y a tellement à apprendre ailleurs, en dehors. En fait, il faut sortir de chez soi. Parce que c'est aussi l'unique chose qu'on voit aujourd'hui. En fait, parce que tu vois, ces boîtes-là, enfin moi je vois très bien le cabinet d'expertise dans lequel je travaillais, c'est un cabinet qui fait plusieurs dizaines de millions de CA par an, ils ont plus de 200 salariés, ils n'ont pas de présence sur Instagram, tu vois ce que je veux dire ? Ils sont pas sur Instagram, ils n'ont pas besoin. Tu regardes les grosses boîtes, ils n'ont pas besoin d'être sur Instagram. De toute façon, ceux Tesla qui font le plus n'est d'argent. pas sur Instagram. Musk est sur Instagram, Tesla ne l'est pas, tu vois ce que je veux dire ? Parce que Musk, lui, bon, il y a le côté où déjà il adore se montrer ou autre, Bien et sûr. puis ça fait partie de son image. Ouais. Mais il y a énormément de personnes dans le monde qui font des milliards. On les connaît pas. Hein. Bien sûr. Tu peux les croiser dans la rue, tu sais pas qui c'est. Mais évidemment. Et ça, c'est le meilleur d'ailleurs. Mon mentor, c'est pareil. Tu les vois, tu te dis, ok, cool. Ouais. Ouais, moi, tu vois mon mentor dans la rue. Voilà. S'il te montre pas son domaine, bien sûr, tu sais pas qu'il a fait quelque chose de fou dans la vie. Ouais, non, je suis d'accord. Donc, c'est un peu à remettre dans le contexte, tu vois. Ouais. Mais Clairement. très bonne leçon en tout cas. Très bonne leçon. Très intéressant comme point de vue à adopter et un champ de possibilités qu'il faut commencer à apercevoir. Ah bah tiens, question intéressante Ouais, qui va être pleine de valeur. Quelle est la plus grande leçon que tu as apprise d'un échec professionnel ? Je dirais que j'ai pas exactement le proverbe, mais il existe. C'est que la confiance ne supprime pas le contrôle, entre guillemets. Ok. Dans le sens où c'est pas parce que tu fais confiance à des partenaires. Mon mentor m'en a parlé justement. Bien sûr, mais ça fait sens. C'est la confiance n'exclut pas le contrôle. La confiance n'exclut pas le contrôle, c'est exactement celle-là. Parce qu'en fait, oui, tu vas développer des relations avec des collaborateurs, avec des partenaires, et ils sont compétents dans leur domaine, et tu te dis, mais en fait, ils sont compétents, je leur fais confiance, ils vont faire les choses très bien, et c'est cool, et on est on board, et du coup, moi, je peux me retirer, je peux vraiment aller faire d'autres choses qui me passionnent, d'autres choses qui m'animent plus, sur lesquelles j'ai plus de compétences, etc. En faisant ça, en fait, t'exclus le contrôle. Ce qui fait que tu t'es plus en contrôle à 100% sur ce qu'ils font, t'es plus assez regardant, t'es plus assez exigeant, t'es plus là dans le contrôle de l'excellence dans ce que tu cherches, tu vois, dans ce fameux cahier des charges, est-ce qu'il est vraiment rempli ? Clairement. Parce que tu dis, je leur fais confiance. Je leur fais confiance, c'est cool, on est parti. L'idée, c'est de lancer une dynamique, tu vois. Et moi, j'ai eu ce truc-là, hein. Je l'ai fait, j'ai fait cette erreur, et je pense que il faut le faire pour en apprendre, tu vois, parce que maintenant, du coup, je fais beaucoup plus attention. Mais ce côté-là, la confiance n'exclut pas le contrôle, très important. Très important. Je pense que c'est une des leçons les plus importantes, et il y en a plein. Je pense qu'on pourrait passer l'heure et demie à discuter de moi leçons et d'erreurs. d'ailleurs, ça fait partie des erreurs que j'ai faites au début. C'est qu'au début, tu veux trop faire confiance. Bien sûr. Mais en fait, ne pas faire confiance, ça veut pas dire... Enfin, faire confiance, ça veut pas dire vouloir contrôler. Ça veut pas dire aussi, si demain je contrôle quelque chose que tu as fait, ou que, je sais pas, quelqu'un de mon équipe a fait, ça veut pas dire qu'on fait pas confiance à la personne. Du tout, non. C'est justement faire en sorte qu'on fait grandir cette collaboration. Justement, en fait, le contrôle, pour moi, ne fait qu'améliorer, entre guillemets, la confiance. C'est juste dire, ah ben voilà, on a fait ça, est-ce que ça, on aurait pu le faire différemment ? Est-ce que ça, c'est vraiment pertinent par rapport à ce que je fais ? Est-ce qu'on pourrait pas le modifier ? Toi, qu'est-ce que t'en penses, tu vois ? Et justement, tu vas chercher la vie de l'autre, tu vas chercher la compétence. Et
je pense que le mot contrôle aujourd'hui, il est trop strict, tu vois. Ouais. Quand on dit contrôle, on pense à genre je serre la vis et je contrôle tout. Non, on parle pas de ça. Le contrôle, c'est juste se dire je laisse pas non plus la chose aller toute seule sans moi, quoi. Ouais. Et le contrôle, c'est plus j'ai quand même un regard dessus et je contrôle, je continue de voir ce qui se passe, tu vois. Ouais, clairement, ouais. Bah, de toute façon, moi aussi, dans ma boîte, et j'en suis le parfait exemple sur ça, c'est que nous, notre but, en fait, chez Prinkster, c'est de rédiger des publications LinkedIn pour les chefs d'entreprise. On pourrait se dire, bon, ils nous font confiance, ils contrôlent pas et tout. Mais en fait, nous, on a toujours une phase de contrôle, c'est que chaque semaine, tous nos clients vont tout simplement valider nos publications à chaque fois. Parce que c'est pas parce que ça fait 6 mois qu'on travaille avec, qu'elle a confiance, qu'elle valide tout le temps, qu'il a pas le droit à regarder. Et c'est pas un complexe. Et ça fait pas sens, grave. c'est peut-être une idée qui a mal été voilà. comprise. Interprétée, Ouais, exactement, tu vois. Donc tu vois, c'est même pas une question de contrôle, c'est juste une question d'amélioration, Ouais, en clairement. fait. Je pense que c'est plus ça. Et du coup, d'implication aussi, tu vois. Je pense que voilà, au-delà du contrôle, je pense que c'est plus implication qu'il faudrait remplacer comme mot. Clairement, ouais. Deux questions intéressantes, mais j'ai envie Dur d'aller... ou pas? Non, pas dur, mais une qui va être un petit peu plus philosophique. Du coup, c'est celle que je vais choisir. Si tu pouvais changer une chose dans le monde, quelle serait-elle ? Bah, tu sais quoi? Même si je pourrais y répondre, je vais te retourner la carte 49.3 Ah, bien et je vais te poser la joué, question. Bien joué sur ce côté philosophique. Et je vais te poser la question parce que je sais que toi en plus ça peut t'intéresser, donc je suis pas méchant. Elle aura pas été utilisée à mon avantage pour le coup. pas été utilisateur. Si je pouvais changer une chose dans le monde, quelle serait-elle ? Elle est pas si simple au final, hein. Elle est pas si simple au final, mais je pense qu'on va repartir sur quelque chose d'assez simple, qui tient aussi beaucoup à mes valeurs. Quelque chose qui me dérange en fait, il y a un moment, c'est de tout lier à l'argent. Ouais. Et de pas voir en fait le côté humain qu'il peut y avoir derrière. Aujourd'hui, par exemple, si je prends le problème de l'eau en Afrique, ou l'eau dans les villages, les pays qui n'ont pas accès. Ça me touche parce qu'en 2022, j'ai fait ma première école de fond, et grâce à ça, on a pu construire un puits au Cambodge qui permet d'alimenter un village de plus de 100 habitants, tu vois. Ah, c'est fou. Je trouve ça fou. Et c'est vraiment quelque chose qui me touche et ça fait vraiment partie de Tout ma ça, mission. ça vient de toi en fait. Tout ça, ça vient de moi, ouais, tout à fait. C'est vraiment un challenge sportif que je lance. Le challenge sportif, en fait, il fallait que je cours 6 km 5 toutes les 4 heures pendant 48 heures. Donc en fait, sur tout un week-end, j'ai fait 78 bornes et toutes les 4 heures, je repartais pour courir 6 km 5, tu vois. Donc au début, ça passe. Quand tu commences à arriver au 8-10e run qui est 4 heures du matin et que tu n'as toujours pas trop dormi, etc., c'est assez challengeant. Bref, j'ai réussi à récolter 2500 € et donc on a lancé la création de ce puits qui s'est terminé, etc. J'ai reçu les photos, hâte d'aller au Cambodge pour en voir les résultats, tu vois. Je reviens à la chose qui pourrait changer quelque chose. Aujourd'hui, par exemple, dans des pays comme ça, je vais prendre l'exemple du continent africain, dont beaucoup de villages n'ont pas de ressources en eau. On sait aujourd'hui retraiter l'eau maritime, tu vois. On sait désaliniser l'eau et faire en sorte de la rendre potable et d'approvisionner justement des villages, etc. Ouais. On le fait pas parce que ça coûte de l'argent. Alors qu'en fait, on n'est pas conscient de ce que ça pourrait rapporter en termes d'humanité, de pouvoir approvisionner justement des millions, voire peut-être même milliards de personnes qui aujourd'hui n'ont pas accès à de l'eau potable, en termes de prospérité mondiale, tu vois. Ouais. À la fois, tu impacterais ces gens parce que tu leur permets de gagner, peut-être certains font 10 km par jour pour aller chercher de l'eau, tu vois, donc c'est des enfants qui pourraient retourner à l'école. Et du coup, c'est des gens, des populations qui grandiraient beaucoup plus vite, qui prendraient du coup la dynamique que nous, on a déjà. On pourrait justement développer ces pays beaucoup plus rapidement et créer beaucoup plus de prospérité à l'échelle mondiale. Moi, ce qui me dérange, du coup, c'est vraiment de ce short term make money, tu vois, de vraiment faire de l'argent à court terme, s'enrichir, et de pas avoir une vision qui est beaucoup plus long-termiste, beaucoup plus globale et qui est plus juste à ton échelle personnelle, tu vois. Okay, d'accepter de voir à une échelle mondiale. Et si je pouvais changer quelque chose, ça serait ça. Et c'est pas si je pouvais changer, c'est que je suis en route pour le faire, tu vois. Est-ce que Bill Gates t'inspire un peu sur tout ça ou pas ? Pas du tout. Ok. Pas du tout. Et on rentrera pas dans le sujet. Mais je pense que tout est très bien déguisé derrière tout ça. Tu penses ? Ouais. Parce que moi, j'avoue que
j'ai un regard très extérieur sur ça, j'y connais rien, mais t'es pas la première personne à me dire. Mais ok. Après, peut-être que je me trompe, hein. Et dans tous les cas, pour autant, je respecte l'entrepreneur carrément. Enfin, c'est exceptionnel ce qu'il a créé. Ouais, ce qu'il a fait, ouais. Bien sûr, c'est exceptionnel. Mais voilà, on rentrera pas dans les détails. Ok. Bon, on va pas aller plus loin parce que là, je pense qu'on a vraiment abordé des sujets de base sur l'entrepreneuriat. Et franchement, je suis hyper content d'avoir pu avoir cette discussion sur toi, autant pro que perso. C'est vrai qu'on a beaucoup plus parlé pro pour le coup, mais franchement c'était hyper enrichissant. J'espère que tu vas lire ce livre. Ouais, franchement, et que ce livre, j'ai hâte. Vraiment, j'ai hâte. Mais tu verras, hein, c'est incroyable comme il est écrit. Il est très bien rédigé. T'apprends très vite des choses. Sur les 5 premières pages, t'apprends des choses. Moi, de toute façon, je vais le continuer. Je me suis donné un défi parce que à chaque fois, je m'achète des livres, je lis la moitié et après, j'arrête. Et là, avec un pote, justement, on se l'est acheté. Et tous les soirs, on doit s'envoyer une photo pour savoir où on en est du livre. Au moins, ça nous force. C'est d'ailleurs mon photographe. Donc, merci d'être venu, Steve. Merci à toi, Léo, de m'avoir accueilli. On se reverra parce qu'on va faire un autre tournage. On va faire un autre tournage cette fois-ci pour ma chaîne YouTube. Voilà. Chez toi, d'ailleurs, ce sera où ? Ce sera ici. Ce sera ici. Ce sera dans les mêmes studios. D'ailleurs, merci aux studios qui nous ont accueillis. Il y aura des informations dans la description. De toute façon, cet épisode est exclusivement sur YouTube. Pas de Spotify, pas d'Apple Podcast, uniquement sur YouTube. Je compte me concentrer sur mon audience YouTube. Et puis, on se retrouve très vite. Steve, il y aura des liens pour retrouver les réseaux sociaux de Steve, que ce soit Instagram, LinkedIn, ton YouTube. Et puis, je vous invite vraiment à suivre de très près ce qu'il fait, parce que Steve partage de très très bons conseils, que ce soit sur la performance, ce soit du business ou autre. Il est assez fort dans son domaine. Merci Steve. Léo, on se serre la main. Merci et, de m'avoir à très accueilli vite. sur ce premier concept. Et puis à très vite. Merci. Allez, ciao.